Il est l'heure, on va y aller. Rebonjour, chers partenaires. Je suis Diane Armel, ingénieure d'affaires chez Sankfis Faso. Donc, soyez les bienvenus à notre webinaire sur le thème Connectivité orbite basse pour opérations critiques et humanitaires avec la solution OneWeb. Alors, déjà, je précise que la session est enregistrée et le lien d'enregistrement sera disponible juste après le webinaire. Donc, votre microphone est automatiquement désactivé. Et si vous avez une question, je vous invite à le déposer au niveau du chat. Donc, le programme du webinaire va se présenter comme suit. Nous allons d'abord faire une brève présentation de Sankfis, puis nous allons rentrer dans le vif du sujet avec nos deux experts qui vont nous entretenir sur la connectivité en orbite basse pour opérations critiques et humanitaires, solution OneWeb. Et enfin, nous terminerons avec la phase des questions-réponses. Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en cours. Nous venons juste de débuter cette session de webinaire et nous étions sur le point de rappeler de façon brève qui est Sankfis Faso. Alors, Sankfis Faso est un groupe panafricain implanté dans 8 pays de la sous-région avec pour vision devenir un acteur majeur dans le secteur de l'électronique de la défense, l'aéronautique civile, l'identité numérique et la cybersécurité, tout en restant un accélérateur de la performance des entreprises en combinant technologie et innovation. Donc, les valeurs que nous incarnons et souhaitons partager avec vous sont l'engagement fort envers les clients, le respect des collaborateurs, l'obsession de la performance, de la créativité et de l'innovation, un esprit d'équipe, une prise de risque et une protection de l'environnement. Des valeurs que nous cultivons chaque jour afin de satisfaire et surtout de pouvoir accompagner l'ensemble de notre clientèle dans la mise en œuvre effective de leur production. Donc, pour justement vous accompagner dans la mise en œuvre de votre transformation, nous proposons une ligne de services variée adaptée à vos préoccupations. Dans cette large gamme de services, nous œuvrons depuis plus de 20 ans dans les télécoms, qui est notre métier historique. Donc, dans la partie télécom, nous nous engageons à vous fournir des solutions de connectivité Internet, de transmission de données, ce que nous appelons couramment de la data, et également des solutions de communication unifiée, comme par exemple de la téléphonie IP ou encore de la visioconférence. Dans le volet infrastructure et intégration de systèmes, il s'agira pour nous de vous proposer des solutions de sauvegarde et de réplication de données, des solutions de contrôle d'accès, de vidéosurveillance, des solutions de géolocalisation, de vous fournir des équipements réseau de qualité, des logiciels, des licences, et même d'intégrer des solutions IT ou encore de mettre en place des data centers. Alors, nous sommes dans un monde de plus en plus connecté, un monde où les menaces s'amoncellent sur le cyberespace. Donc, pour relever les défis de sécurisation de vos infrastructures, Sankfis propose dans son portfolio de cybersécurité des solutions de sécurité EDR, XDR, des protections des réseaux, des solutions de surveillance et gestion des menaces, des audits, mais aussi de sensibilisation à travers des outils associés à l'IA pour éduquer les utilisateurs. En radiocommunication, avec nos solutions radio HF, VHF ou encore UHF, nous vous garantissons une communication radio avec un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs avec pour unique support de transmission les ondes radio. Pour le cinquième métier, identité et biométrie, il s'agira essentiellement de vous accompagner à travers des solutions d'enrôlement biométrique et des solutions d'authentification pour faciliter l'accès à vos environnements et services opérationnels. Permettez-nous de rappeler que nous sommes un capital humain expérimenté, certifié avec un service avant et après-vente qui dispose d'outils spécialisés pour renforcer notre capacité à intégrer les nouvelles technologies de manière efficace.
Alors, aujourd'hui, Sankfi se positionne comme le partenaire stratégique qui, de par son expérience et de son expertise, offre des solutions de connectivité au travers des technologies comme le faisceau hertzien ou encore la fibre optique ou la connectivité satellitaire VSAT, Géo et Léo. Et c'est d'ailleurs même cette partie que la session du jour met en exergue. La VSAT, qui est une solution de connectivité satellitaire bidirectionnelle, utilisant une antenne parabolique pour transmettre des données, voix comme vidéo, particulièrement adaptées aux zones isolées. Donc, il existe trois principales bandes. La première bande, c'est la bande C. Donc, elle est très fiable, résistante aux intempéries. Ensuite, nous avons la bande KU, qui est un bon compromis en fonction du rapport qualité-performance, mais sensible à la pluie. Et enfin, nous avons la bande KA, qui a un très haut débit, mais plus vulnérable aux conditions météo. Donc, avec l'évolution des besoins, le principal enjeu est de rapprocher les performances de la VSAT et celles de la fibre et des liaisons FH, notamment en termes de débit et surtout de latence. C'est dans ce contexte que les les solutions en orbite basse, LEO, notamment OneWeb, apportent une évolution majeure en offrant des débits élevés, une latence réduite et une meilleure performance en se rapprochant davantage des standards de la fibre et des liaisons hertziennes. Pour nous édifier un peu plus sur le sujet, nous avons avec nous deux experts que je vais vous présenter. Monsieur Akpo Christophe, responsable production et support Sankfis. Monsieur Akpo, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Salut tout le monde. Bonjour, Monsieur Akpo. Bonjour. Alors, Monsieur Akpo va nous revenir en première partie sur le contexte, les généralités sur les orbites, avant de laisser Monsieur Eric Onomo. Monsieur Eric, vous êtes là? Bonjour tout le monde, je suis Oui, là. bonjour. D'accord. Alors, Monsieur Eric, il est Senior Sales Engineer chez Spacecom et lui, il va plus décliner les services de la solution OneWeb. Nous aurons aussi la présence de Monsieur Thierry Fausto. Bonjour, Monsieur Fausto. Monsieur Thierry? Bonjour D'accord, à tout Monsieur le monde, Thierry. je suis Oui, là. bonjour. D'accord. Donc, Monsieur Thierry, il est Sales Director Mining Oil and Gas et il interviendra sur quelques aspects commerciaux. Alors, une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire et je passe la parole à Monsieur Akpo. OK. Bonjour, messieurs, mesdames. Alors, j'ai ce privilège et l'honneur de commencer ce webinaire avec la partie concernant tout ce qui est orbite et satellite. Donc, naturellement, tout ce qui est satellite fait allusion aux astres. Je vais lancer ma diapo. Tout ce qui est satellite fait allusion aux astres, c'est-à-dire euh, les planètes, la Terre, la Lune, le Soleil. Alors, naturellement, la Lune est un satellite de la Terre, c'est-à-dire la Lune gravite autour de la Terre. Et ce phénomène naturel est dû à l'attraction, à deux tractions qui s'exerce sur la Lune, l'attraction de la Terre et l'attraction du Soleil. Donc, ce sont ces deux tractions-là qui font que la Lune est équilibrée autour de la Terre et qu'elle gravite autour de la Terre. Donc, c'est ce phénomène-là au niveau scientifique que nous avons, quand je dis nous, c'est-à-dire l'humanité a utilisé pour lancer des satellites artificiels en vue de répondre à des besoins technologiques au plan scientifique, au plan militaire et au plan humanitaire. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, nous avons des satellites qui sont autour de la Terre, communément appelés orbites terrestres. Et ces orbites terrestres-là
sont classifiés en fonction de l'altitude, en fonction de l'inclinaison, en fonction de l'excentricité et en fonction de, de la... euh, le thème utilisé, c'est propagation et rétrogradation. Mais ce que nous allons, la partie qui va beaucoup plus nous intéresser, vu que nous parlons d'orbite basse, c'est la partie altitude. Nous avons l'habitude d'utiliser, attendez, je vais lancer ma diapo, voilà. Donc, nous avons habituellement euh, la partie altitude géo, qui est l'altitude géostationnaire, où les satellites se situent à une distance environ de 36 000 km de la Terre, où elles gravitent autour de la Terre et elles tournent pratiquement à la même vitesse que la Terre. Alors, plus haut, j'avais parlé de l'attraction de la Terre et du Soleil qui permettent à la Lune de graviter autour de la Terre. Mais quand il s'agit des satellites artificiels, il y a ce qu'on appelle le carburant qui permet de maintenir ces satellites-là tout autour de la Terre à des positions bien précises. Donc, c'est ce phénomène de carburant qui fait qu'on donne une durée de vie aux satellites. Pour ceux qui s'y connaissent, quand ils demandent une connectivité par satellite, ils ont tendance à demander la durée de vie du satellite. Voilà. Et aujourd'hui, avec l'évolution, comme la présentatrice l'a dit, nous avons une performance très, très, très accrue de la technologie satellitaire qui se rapproche, sinon je dirais, qui bat à la limite euh, les connectivités terrestres que nous avons en ce qui concerne la fibre et puis les FH. Donc, nous avons l'orbite moyenne, qui est MEO, qui, elle, se situe entre 2000 et 36 000 km de la Terre. Elle, la latence est autour de 200 millisecondes. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'altitude Léo, la plus basse de nos jours, qui est en dessous des 2000 km. Et là, la latence entre les 60 millisecondes et les 100 millisecondes. Donc, ce qui rivalise avec les connexions terrestres, comme je l'ai dit, que nous avons. Donc, étant donné que nous avons assez de satellites dans le ciel, aujourd'hui, on parle de constellation. La constellation fait allusion à, à la constellation des étoiles que nous avons, que nous voyons souvent la nuit. Donc, autour de la Terre, nous avons une constellation de satellites. Je vous ai parlé tantôt de la durée de vie des satellites. L'image ici illustre un peu ce que notre partenaire Spacecom a comme euh, constellation satellitaire. Environ 648 satellites en orbite basse, dont 588 actives et 60 sont en mode standard, c'est-à-dire en spare. Donc, comme expliqué, ils font du KU et de la Ka-band et aussi les 3 GHz, c'est-à-dire la bande C. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs opérateurs. Donc, regardez cette constellation qui concerne un seul opérateur et imaginez le nombre de satellites qui sont actifs et désactivés au-dessus de nous. Il y a un nombre infini. Donc, cette constellation-là, elle est constituée pour pouvoir couvrir toute la surface de la Terre, vu que au niveau géostationnaire, le satellite arrose un point bien précis de la Terre. Mais au niveau Léo, vu que la Terre tourne autour, sur elle-même, un satellite
n'est pas fixe à un endroit. Donc, il faut plusieurs satellites pour couvrir toute la surface de la Terre. C'est pourquoi vous avez ce nombre de satellites-là. Et dans l'architecture de Spacecom, vous avez OneWeb Improvement Equipment qui est un peu l'équipement du client, User Terminal, et vous avez le satellite. Ensuite, vous avez le SNP. Le SNP qui est le hub en réalité. Voilà. Donc, le hub, vu la constellation, il y a plusieurs hubs. Voilà, il y a plusieurs hubs et les hubs sont reliés à des POP pour permettre la connectivité. Et ici, en Afrique de l'Ouest, il y a un POP au Ghana, un POP au Nigeria, il y a un POP qui est en vue au niveau du Sénégal. Donc, c'est ces POP-là qui vont assurer la connectivité entre le client et son partenaire qui est dans le monde entier. Ils ont d'autres POP dans le monde entier. Je prends un exemple. Euh, une mine qui est ici à Ouagadougou et qui a son succursale, par exemple, en Angleterre, il y aura un POP en Angleterre qui va permettre à ce que la mine puisse directement se connecter au niveau de l'Angleterre pour pouvoir faciliter les échanges de données entre cette mine et l'Angleterre. Traditionnellement, le lien allait passer par un opérateur à Ouagadougou, ensuite atterrir soit au Ghana ou en Côte d'Ivoire, ensuite prendre la fibre, aller peut-être aux États-Unis ou au Moyen-Orient avant de revenir vers l'Europe. Mais avec cette solution, c'est très rapide. Voilà, c'est très rapide et très pratique. Donc, l'interconnectivité entre sites aussi est possible en fonction de la disponibilité des hubs et en fonction de la disponibilité des POP. Alors, tout ceci est possible grâce à des terminaux. Et ces terminaux-là varient je ne vais pas dire haut de gamme, mais du haut de gamme qui concerne les mines aux utilisateurs à la maison, en passant par les, les, disons, les stations pétrolières, en passant par les ONG, en passant par les banques. Voilà. Donc, la haute gamme, comme vous le voyez, est plus à droite. C'est un dôme. Voilà. Et tous les autres produits sont disons, appelés plates, c'est-à-dire des panneaux. Voilà. On va les appeler panneaux en français. Sinon, en termes anglais, c'est appelé flat. Voilà. Donc, nous allons voir en détail, en commençant par le plus haut de gamme au plus bas de gamme. Alors, nous avons le dual parabole. C'est deux paraboles en réalité. Donc, ce dôme-là, à l'intérieur du dôme, vous avez une parabole. Voilà. Et le dôme constitue une protection, vu que c'est sur des sites miniers, qu'il est beaucoup plus déployé. Et on connaît l'environnement qui est très rude. Donc, il faut un équipement qui va pouvoir supporter les intempéries, les situations difficiles. Donc, nous avons ce produit-là qui est vraiment adapté pour les mines. Et le débit va jusqu'à 195 mégas en up et 32 mégas en downlink. Donc, le déploiement, il est relativement facile. Il est relativement facile, il ne demande pas beaucoup. Voilà. Ensuite, nous avons ce qui intéresserait beaucoup plus, comme j'ai dit, les stations pétrolières, euh, les industries. Alors, il y a deux gammes de produits, le W11F et le W10H. Alors, ces terminologies H et F, c'est full duplex et half duplex. Voilà. Il faut dire qu'ici, euh, ces équipements sont aussi robustes, voilà, sont aussi robustes et adaptés à toutes les situations. Donc, au niveau du full duplex, naturellement, on va aller à 195 mégas
en downlink et 32 mégas en up. Au niveau du half duplex, le maximum, c'est 60 mégas et le minimum en uplink, nous avons 10 mégas. Alors, la solution Emeta, Emeta est une solution, disons, mobile. Pas mobile dans le thème où on peut l'installer sur un véhicule et puis tourner partout pour avoir la connectivité. Non. La mobilité, c'est qu'elle peut être déployée d'un site A à un site B et elle fonctionnera. Et le déploiement est très, 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 très facile. Voilà. Le débit en app est de 32 et en downlink, nous avons 195 mégas. Donc, comme dit, lui, il est beaucoup plus aussi adapté aux études géologiques, au déploiement temporaire, par exemple, dans le domaine de la sécurité, par exemple, voilà, pour recueillir des données dans une zone bien précise, pour une journée, une semaine. Voilà, cette solution-là est très pratique. Voilà, très pratique et plus adaptée. Ensuite, nous avons euh, la solution qui est adaptée à, par exemple, à un camp minier, à un safari, puisque il y a le Wi-Fi qui est intégré, donc permettant de partager la connexion à plusieurs personnes, voilà, sur un rayon bien défini. Donc, il est plus adapté pour des camps, il est plus adapté pour euh, les zones d'habitation, il est plus adapté pour euh, quand je parle de camps, au niveau minier, oui, au niveau minier, on a des camps, voilà, où cette solution-là peut être adaptée. Alors, cette partie, nous allons laisser Monsieur Eric, voilà, qui va commencer à vous expliquer les avantages que vous avez, vous en tant que IT, vous en tant que euh, manager, vous en tant que utilisateur finaux, voilà. Donc, Monsieur Eric, je vous laisse la suite. Bonjour tout le monde. J'espère que vous voyez mon écran là. OK. Pour ce qui est de l'exploitation des plateformes OneWeb, nous avons plusieurs cas d'études, cas d'exploitation. En général, on utilise OneWeb pour des accès Internet primaires. Dans certains cas, dans certaines entreprises, puis ça donne du service dédié. Donc, nous exploitons du OneWeb dans les cas d'accès Internet principal ou alors en tant que backup pour la fibre optique. Le OneWeb aussi peut s'exploiter en modèle de pool, c'est-à-dire que vous avez plusieurs sites qui sont euh, considérés comme un ensemble et qui partagent la même capacité, le même volume. Le OneWeb aussi peut s'exploiter comme solution de mobilité, c'est-à-dire que dans le cas où vous avez des clients mobiles qui ont besoin de services de connectivité pendant le mouvement, ils peuvent déployer du OneWeb. Les points caractéristiques globaux de la solution OneWeb, c'est qu'on peut donner du CIR, c'est de la latence faible, en moyenne 140 millisecondes de latence en rentrée. Il y a un service qui est rattaché à un SLA dans lequel nous avons un engagement de disponibilité. Donc, tout ça permet à la solution OneWeb de s'intégrer à ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0, qui est l'intégration. Il faut noter que l'industrie a évolué de la version 1.0 où on parlait des charrues et des bœufs à la mécanisation qui est la version 2. Après, il y a
l'automatisation, qui est la version 3, et actuellement sont à la version 4, qui est l'intégration de l'IA. Donc, la solution OneWeb est parfaitement adaptée à toutes ces évolutions. C'est pour ça que dans le cas de la mine, par exemple, c'est-à-dire la version industrielle de la mine, c'est version 4.0. Vu la latence qui est d'à peu près 140 millisecondes, nous pouvons intégrer les sites d'exploitation à un centre euh, de base d'analyse connecté à l'IA. Vu le temps de latence, on peut faire des opérations à temps réel. On peut optimiser les exploitations avec un ensemble de capteurs qui remontent toutes les données sur un site central. Donc, la solution OneWeb est carrément adaptée à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui comme solution IT en intégrant l'IA, le IoT et toute autre sorte de solutions évolutives. Eric, Oui? je peux me donner une minute. Non. En addition à ce que Eric vient de partager avec vous, aujourd'hui, au niveau de l'industrie 4.0, l'objectif des entreprises, c'est de tirer profit des technologies numériques telles que l'intelligence artificielle, l'IA, des plateformes IoT ou encore le cloud pour augmenter la productivité, revoir le business model de leurs opérations et également améliorer l'efficacité et les performances des employés au sein des opérations. Ceci se fait notamment grâce à un mix technologique. Lorsqu'on parle de mix technologique, c'est aujourd'hui intégrer les technologies qui permettront à chaque service ou bien chaque applicatif de permettre de rendre de produire le meilleur rendement que l'on souhaite sur site. La majeure partie des entreprises minières qui sont dans cette transformation intègrent aujourd'hui des architectures SD-WAN, où il y a un cloud server qui est basé au niveau du groupe. Ça peut être à Londres, euh, aux États-Unis, en Australie ou encore à Ouagadougou. Et depuis ce serveur central, les opérations en remote attaquent le serveur central pour que les applications professionnelles ou les ERP permettent de rendre cette efficience qui est souhaitée au niveau de la mine. Et cela ne se ferait sans l'intégration d'un mix technologique. Pourquoi on parle ici de mix technologie? Bien qu'il y ait de la fibre ou encore des faisceaux hertziens qui arrivent au niveau de ces opérations-là, on a souvent constaté, pour les différents cas sur lesquels nous travaillons, des coupures. Donc, en intégrant une solution de type OneWeb en backup ou en lien principal, on permet sur une architecture XD-WAN de permettre au réseau de calculer les performances qui sont les mieux adaptées pour chaque type d'applicatif. Si nous sommes dans le cas d'usage d'une entreprise qui a ses infrastructures au niveau de Telehouse London, ce data center-là, comme l'a mentionné Christophe au début de sa présentation, on peut faciliter l'interco directement avec le data center de Londres pour permettre à ce minier de venir faire l'interopérabilité de ses applicatifs avec directement son headquarter à Londres, ce qui va permettre de réduire drastiquement les temps de latence et de permettre aux applicatifs qui sont là-bas de tourner au, dans dans une performance meilleure que celle de la fibre. Donc, c'était juste cette valeur de proposition que je souhaitais ajouter. OK. Merci Thierry pour les ajouts. Donc, a priori, quand on parle de plateforme OneWeb, les services sont classifiés en trois grandes classes. Il y a l'entrée de gamme, qui est le broadband, suivi par les enterprise et dedicated. Alors, le broadband, c'est le service de prédilection pour les clients d'entrée de gamme, c'est-à-dire soit les domiciles, soit certaines PME. Et elle est caractérisée par le fait que ici, la souscription est au volume. Donc, vous achetez un volume et vous bénéficiez du service en mode best effort. Best effort veut dire vous n'avez pas une capacité dédiée, vous n'avez pas un CIR, vous avez un MIR. Vous l'exploitez au volume tant qu'il y a de la capacité disponible. Par contre, vous avez un MIR qui est le maximum de débit que vous pouvez atteindre.
Mais les CIR, il n'y en a pas. Une solution, comme j'ai dit, d'entrée de gamme, pour ceux qui ont des budgets limités, ils prennent facilement du broadband. Au-dessus du broadband, il y a le Enterprise, qui est un service illimité, c'est-à-dire vous payez un flat rate, euh, vous payez un service fixe par mois et vous avez droit à un certain CIR. CIR, c'est Committed Information Rate, c'est-à-dire c'est un débit sur lequel la plateforme s'engage à vous à mettre à votre disposition de façon permanente. Donc c'est le débit garanti. Mais en dehors de ça, il y a le MIR, c'est-à-dire les débits maximum pic que vous pouvez atteindre. Donc si euh, par exemple dans vos besoins de façon sporadique, vous avez besoin des pics que vous voulez de temps en temps atteindre, mais que vous pouvez pas payer de façon permanente, vous pouvez prendre la solution Enterprise. Elle a l'avantage d'associer non seulement un committed, c'est-à-dire un débit garanti, mais vous pouvez burst de temps en temps à un certain pic qui vous permet aussi dans certains cas de, de faire certaines exploitations. Donc, cette solution, elle est assez flexible et c'est ce qu'on appelle la solution Enterprise. C'est moyen de gamme. Les services premium, c'est les dedicated, c'est-à-dire que toujours illimité et vous avez votre CIR qui est égal à votre MIR. Donc, le service est garanti, la qualité du service est là et tant que vous pouvez vous permettre de souscrire à ces services-là, vous aurez le CIR, votre débit qui vous est garanti nuit et jour, sans restriction. Donc, en termes de service plan, sur la plateforme OneWeb, euh, les, il a été créé des profils par défaut qui correspondent à plus ou moins ce que la plupart des utilisateurs demandent dans le marché. Donc, il y a des profils préconfigurés. Vous pouvez prendre en termes de broadband, comme j'ai dit tout à l'heure, le broadband, vous n'avez aucun CIR, mais les MIR, quand vous prenez du service broadband, c'est 100 par 20 et vous avez une allocation au volume qui peut varier entre 100 gigas et 1 terabyte en fonction de vos besoins et de votre capacité à payer. Et puis, il y a le service Enterprise qui est illimité, Unlimited, dans lequel on a des MIR qui varient entre une plage allant de 10,2 à une plage s'arrêtant à 150 par 30. Tout ça, c'est des services et des profils préconfigurés qui existent dans la plateforme, donc prêts à être utilisés. Mais il y a aussi possibilité de prendre des services sur mesure qui ne sont pas exactement ça là. Mais le plus simple est de prendre effectivement ces profils tels que vous les voyez là. Donc, par exemple, si je prends la première ligne de l'Enterprise, vous avez 10 par 2 en termes de MIR et en CIR, vous avez 2 demi par demi. Et à droite, vous avez à peu près les types de terminaux compatibles à ce type de service-là. Pour le dedicated, nous avons des services allant de 50 par 10 jusqu'à 100 par 20 avec, bien entendu, le CIR égal à MIR. Donc ça, c'est un tableau purement récapitulatif. Et le terminal de prédilection, c'est le haut de gamme, c'est le OW en général. Donc vous voyez là les différents types de terminaux en fonction du service broadband et enterprise. La plupart des terminaux sont des terminaux tels que vous avez vu les flat panels. Dans la gamme Interior, vous avez les OW et dans la gamme U, vous avez les HR. Donc, broadband jusqu'à Enterprise 50 par 10, tous ces terminaux-là sont compatibles. Et à partir
Enterprise 10 sur 2 dedicated jusqu'à au service dedicated. Vous avez plusieurs types de terminaux tels que vous voyez là, partant du OW130 qui est le plus haut de gamme. Si vous remarquez bien, le OW130 supporte tous les services enterprise jusqu'au dedicated 120. Donc, tous les services enterprise, tous les services dedicated jusqu'à la gamme de débit, alors jusqu'à 100 par 20. Le OW130 est compatible. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser un OW130 pour le service broadband, mais vous allez rapidement vous rendre compte que le coût ne vaut pas la peine tant que vous restez dans le broadband. Donc, le coût d'un OW130 ne justifie pas les services euh, broadband parce qu'il y en a des terminaux un peu moins chers qui peuvent faire la même chose. Après le OW130, il y a le OW70 qui est euh, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, le OW70, c'est aussi un terminal parabolique, mais la parabole à l'intérieur, elle est de diamètre à peu près 65, 66 centimètres, sachant que le dôme ramène l'ensemble à 70 centimètres et le OW70 s'arrête au service dedicated 72. Le OW50, c'est un autre terminal toujours parabolique, mais le diamètre égal à peu près à 50 centimètres. Donc, inclus le dôme, ça fait 50, mais la parabole en elle-même, elle fait un peu moins de 50. Et lui, il s'arrête au service Enterprise, tel que vous les voyez là, Enterprise 100 par 20. Puis après, il y a les gammes Kaimita, Yux et tout le reste. Donc, ça, c'est un récap de ce que nous recommandons en termes de plateforme pour le type de service dont vous avez besoin. Mais si à un moment donné, vous avez des doutes, de toute façon, vous avez toujours la possibilité de vous référer à nous pour qu'on vous donne la bonne recommandation déjà en termes de débit, s'il ne correspond pas exactement à un débit qui est là. Donc, comme dans la première partie de la conciliation, vous l'avez suivi tout à l'heure, la tendance actuelle de tout l'écosystème VSAT est les constellations Léo. Il y en a plusieurs. Donc, actuellement dans le marché, il y en a deux, c'est Starlink et OneWeb. Et vous pouvez voir là la différence entre Starlink et OneWeb. Dans un premier temps, Starlink, de par sa conception, a été euh, fait pour les résidentiels et peut-être certaines entreprises. Parce que c'est un produit de masse. A priori, c'est un produit de masse qui n'est pas, dans un premier temps, designé pour le corporate. Ils ont sûrement des évolutions en cours, mais OneWeb est 100% entreprise, gouvernement et telco. Donc, la solution OneWeb aussi, en termes de business model, c'est une solution B2B, c'est-à-dire c'est une solution adressée aux entreprises. Bon, c'est plus ou moins euh, le, le récap de la première ligne, tandis que le Starlink est une solution consumer. Les types de services, chez Starlink, il n'y a pas de CIR, la notion de CIR n'existe pas. Vous avez toi un MIR, tandis que chez OneWeb, vous avez la notion de CIR avec le package Enterprise et Dedicated. En termes d'utilisation, la plupart des services Starlink sont au data package, tandis que OneWeb, il a l'option Unlimited. Et en termes de latence, c'est plus ou moins la même chose, entre 30 et 50 millisecondes pour, euh, euh, pour Starlink et entre 50 et 100 millisecondes pour OneWeb. Il faut noter ici que la latence, en général, dépend, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez vu dans l'architecture du système OneWeb, il y a ce qu'ils appellent les SNP, c'est-à-dire Satellite Network Points, dans lesquels tous les trafics utilisateurs sont récupérés au niveau du sol avant d'être envoyés sur le POP. Donc, si vous voyez une variation de latence dans une
configuration ou dans une autre, c'est beaucoup plus lié à l'architecture interne des systèmes MPLS qui relient tous les POP. Donc, c'est pour ça que chez OneWeb, euh, vous avez une latence qui peut aller un peu au-delà de 100 millisecondes. En termes de terminaux, les terminaux Starlink, je pense que vous les connaissez tous, c'est des boîtes blanches euh, dont on ne connaît que le fabricant qui est Starlink, tandis que quand vous avez vu tout à l'heure la gamme de terminaux OneWeb, vous avez vu dessus Intellian, vous avez vu là-dessus Hughes, c'est des fabricants et équipementiers qui existaient dans le marché avant l'arrivée de OneWeb. Donc OneWeb s'est appuyé sur des standards existants pour créer des terminaux compatible avec son système. Donc, ils n'ont pas créé en tant que tel des terminaux from scratch. Donc, c'est pas des boîtes blanches, c'est des solutions, des antennes VSAT qui existaient. Les antennes Intellian avec Dome existent dans le marché depuis plus de 20 ans et étaient compatibles à des solutions Géo. Donc, OneWeb a su reprendre l'écosystème existant, s'adapter dessus pour ajouter juste certaines spécifications qui lui permettent de de rester rentable, de rester compatible avec l'existant et de ne pas avoir quelque chose de trop fermé. Donc, si Intellian ou Hughes ou n'importe qui d'autre apporte une évolution dans les terminaux, OneWeb va intégrer tout ça. Donc, Eric, c'est assez flexible. En termes de SLA, Starlink ne garantit aucun SLA. En général, ils se battent juste pour que la disponibilité soit au maximum, mais quand il y a un souci d'indisponibilité, les gens ont du mal à avoir même déjà un feedback. C'est-à-dire, quelqu'un pour leur dire, voilà, il y a eu un problème à tel niveau et ce sera résolu à telle ou telle heure. Donc, c'est, c'est un peu, bon, c'est pas très clair en termes de support au niveau de OneWeb, au niveau Eric, de Starlink. Voilà. Tandis que chez OneWeb, vous avez un SLA, vous avez un support et on peut vous dire, suivant votre service ou suivant votre terminal, qu'est-ce qui se passe à un moment donné si vous avez une indisponibilité et on ouvre un ticket et on ferme. Eric, Oui, ok, j'aimerais prendre la parole pour quelques oui, secondes. vas-y. Donc, d'un point de vue commercial et cas d'étude, ce tableau comparatif a pour but de pouvoir vous présenter les deux constellations Léo qui, à ce jour, sont en phase commerciale sur le marché. Je suppose que la majeure partie de l'audience aujourd'hui sont des managers dans des structures privées, notamment des entreprises. Donc ici, c'était juste pour vous présenter la différence entre les deux technologies et leur approche. L'approche Starlink est beaucoup plus sur un modèle mass market, du B2C, c'est-à-dire vous et moi. Par exemple, dans mon pays aujourd'hui, où je réside au Sénégal, où Starlink est autorisé, Starlink peut être une solution très adaptée et assez bonne pour mes parents qui vivent en zone rurale ou alors pour ceux qui en zone urbaine, dans certaines agglomérations, ont des difficultés suite à des défauts sur la fibre. Starlink peut être une solution adaptée si aujourd'hui leur poche peut leur permettre de pouvoir prendre ce type de service. Par contre, lorsqu'on est une entreprise qui est à la recherche d'une solution dédiée avec des SLA bien garantis derrière, parce que lorsque je suis euh, une banque, une ONG ou encore une entreprise minière, lorsque je souscris à un service, derrière, ce dont je m'attends, c'est au-delà du service, ce sont le support, les applicatifs qui peuvent venir derrière avec ce type de service. Donc aujourd'hui, OneWeb est à même de pouvoir fournir un service complet allant des équipements qui étaient des équipements existants déjà sur le marché avec des équipementiers du satellite qui existent et qui ont une forte renommée sur le marché, un service dédié, illimité, qui va remplir et couvrir la majeure partie de vos besoins. Et derrière, des SLA avec un débit et une disponibilité garantie. Derrière, le support est mis à votre disposition pour pouvoir gérer le service après-vente, mais aussi gérer les interventions sur le site, ce qu'on ne rencontre pas
dans une solution mass market du type Starlink où derrière, on veut juste mettre à la disposition du client une solution best effort avec un tuyau. Si on prend un cas pratique, notamment le cas du Nigeria, qui est l'un des pays qui a le plus fort potentiel, je vais dire, où Starlink a fait le plus de chiffres, on parle de 2 millions de consommateurs connectés au Nigeria, sont sur une approche B2C. Mais la réalité qui est actuellement sur le marché, c'est que tellement il y a d'utilisateurs dans le réseau que Starlink n'est plus à même de pouvoir fournir les services qu'il fournissait au début du service parce que les satellites, non seulement qui vont couvrir la zone ainsi que les SNP sont congestionnés. Donc, au niveau du Nigeria aujourd'hui, vous avez des villes telles que Lagos, Abuja, Ikeja, où Starlink va vous dire qu'ils sont plus à même de pouvoir prendre de nouveaux utilisateurs parce que ils ont atteint la limite du nombre de users qui pouvaient être dans le réseau parce que le service est congestionné. Ce qui n'est pas le cas sur des solutions de type OneWeb où on est beaucoup plus sur une approche B2B. Maintenant, au niveau de l'approche de OneWeb, ce que OneWeb fait pour s'aligner avec la réglementation, au niveau des autorités de régulation de chaque pays, c'est pour distribuer son service, il s'appuie sur ce qu'ils appellent des DP, Distributor Partner. Donc aujourd'hui, Sunfix est un DP de OneWeb au niveau du Burkina et Sunfix est aujourd'hui à même de pouvoir vous fournir la panoplie des services OneWeb qui ont été présentés depuis le début de cette présentation. Pour chuter au niveau de OneWeb aujourd'hui, on propose un service en mode Layer 2. Ça veut dire que pour un client qui aujourd'hui a besoin d'un service où il a besoin uniquement d'un tuyau pour faire passer son trafic et depuis un POP à l'étranger ou au Ghana ou au Sénégal, lui-même, il va aller récupérer son trafic et tirer son IP derrière. Sur un service de type OneWeb, on est à même de pouvoir vous fournir des services en solution Layer 2. OK. Donc voilà, je pense que Thierry a bien résumé cette partie. Ce qu'il faut mettre en highlight ici, c'est que euh, Je pense qu'on a perdu Eric. Donc, si vous m'entendez, en résumé, ce dont on peut dire, c'est que, Starlink, c'est vas-y, tandis Eric. que mais je disais que ici là, ce qu'il faut retenir, effectivement, Thierry l'a bien résumé. Nous avons Starlink qui est sur le marché, OneWeb qui est sur le marché. OneWeb est beaucoup plus enterprise euh, avec SLA et avec un suivi des homologations dans chaque pays, tandis que Starlink, il est purement mass market et pour la connectivité Internet. Il y a aussi les détails suivant lesquels vous devez bien mettre en tête que OneWeb, ce n'est pas seulement pour la connectivité Internet, c'est-à-dire que vous pouvez faire un réseau OneWeb pour la connectivité d'entreprise pure, c'est-à-dire ça vous permet de rapatrier du trafic à partir des différentes agences vers un data center qui est dans un point bien précis, à côté d'un port, et le trafic de bout en bout est purement privé, sans que ce soit visible sur Internet. Donc, en termes de solutions, nous avons aussi une approche verticale. Vous avez vu ça à peu près déjà dans les anciens slides, c'est-à-dire que euh, suivant le secteur de marché, les clients ont certains besoins qui sont très spécifiques. Donc, pour les adresser, il vaudrait mieux se comporter, récupérer les informations, les besoins dans ce secteur-là et avoir des solutions spécifiques. C'est pour ça que nous avons côté OneWeb, nous avons des solutions adaptées pour le offshore. Le offshore, c'est en général les systèmes d'extraction euh, pétrolière qui sont en haute mer. Donc, nous avons des solutions adaptées pour ça. Et tout est toujours basé sur la même approche, la même philosophie. Nous sommes à l'ère de l'industrie 4.0 où la connectivité représente un élément très important. La connectivité permet de gérer les sites d'exploitation à temps réel. Donc, on a besoin, dans ce cas-là, des SLA. Si
des systèmes est connecté à un système central qui est lointain et que la connexion se coupe et que l'exploitation s'arrête, c'est pas acceptable. Donc, on a besoin des SLA, ce que OneWeb donne. On a besoin des temps de réponse assez faibles, assez réactifs. Avec les 140 millisecondes de OneWeb, tout est possible. Et nous avons besoin de la qualité de service. Donc, a priori, les solutions OneWeb pour les exploitations offshore, elles sont là. C'est déjà d'ailleurs le domaine de Thierry. Et je pense que au niveau du Burkina, vous n'aurez pas beaucoup de offshore, mais vous avez quand même des besoins qui sont spécifiques à l'exploitation industrielle et minière. Donc, nous avons toute une verticale qui s'occupe de ça et qui dimensionne des solutions euh, adaptées à OneWeb en s'occupant de tous les challenges de connectivité possibles. Ce qu'il faut comprendre ici, Eric, c'est que pour tout ce qui est industrie extractive, c'est ça que tout à l'heure j'ai parlé de industrie 4.0 pour ne pas se limiter uniquement au mining 4.0 parce que le modèle sur lequel nous travaillons avec le secteur offshore s'apparente au même modèle du mining. Donc, pour toute l'industrie extractive, les solutions sont presque similaires, à la différence qu'au niveau du offshore, la plupart du temps, on opère sur des plateformes pétrolières en pleine mer. Et ici, le type de service qui est mis à disposition, c'est des solutions au volume ou illimité. Par contre, lorsqu'on travaille avec mining, on est beaucoup plus sur des services dédiés. Mais sinon, l'approche est la même, les architectures sont similaires et le service dans sa globalité, est- c'est du tout pareil. OK. Donc, en termes de service plan pour le offshore, nous avons une combinaison de l'option volume, CIR et MIR. Donc, c'est des service plans euh, sur mesure qui correspondent aux besoins des, des exploitants pétroliers. Comme on a dit tout à l'heure, ils ont en même temps parfois besoin de volume et ils ont aussi besoin de dedicated parce que en même temps, ils ont ils ont besoins des solutions d'exploitation, c'est-à-dire en temps réel, il faut la connectivité, il faut essayer à réinstaller. En même temps, ils ont besoin des divertissements. En même temps, ils ont besoin de faire du streaming. Donc, du coup, il faut qu'ils aient un package, il faut qu'ils aient des packages qui correspondent à quelque chose de complet. Donc, c'est pour ça que vous allez voir pour les plans qui sont spécifiques, qui intègrent aussi bien le volume que les CIR, que les MIR. Donc, vous voyez, avec ça, vous voyez que la plateforme OneWeb est tellement flexible que même s'il y a des services plans prédéfinis par défaut, on peut toujours en créer autant que possible tant que c'est un besoin réel pour le client. Donc, en termes de terminaux, euh, beaucoup de terminaux sont compatibles, hein, suivant soit la position, bien alors le type de mer. Donc, en général, il y a certaines plateformes qui sont en très haute mer, d'autres qui sont juste à la rive. Donc, suivant la position, on peut recommander un terminal ou un autre. Vous avez là la possibilité de déployer des terminaux les flat et les paraboliques. La différence entre les flat panels et les paraboliques sur le plan technologique, je pense qu'on a tout à l'heure, vous voyez, le flat panel, il fait aussi la poursuite des satellites de la constellation. Mais ils sont fixes, c'est-à-dire que l'orientation de l'antenne, elle est fixe pendant tout le temps d'exploitation. Pourtant, il poursuit les satellites qui vont du nord au sud dans la constellation. Tout simplement, il fonctionne avec le système qu'on appelle phase array euh, electrically steerable, c'est-à-dire que c'est par excitation électrique que l'orientation du beam de l'antenne change du nord au sud. Donc, vous allez voir cette antenne, elle est plate fixe pendant toute l'exploitation, mais en même temps, elle est en train de faire le mouvement nord-sud sur le plan électrique.
Par contre, les paraboliques, la parabole fait vraiment le mouvement nord-sud. Et comme elle est dans le dôme, vous pouvez pas voir. C'est ça la plus grosse différence. Mais tous ces terminaux sont compatibles aussi avec le offshore. Donc, nous avons aussi la notion de pool. Comme j'ai dit tout à l'heure, suivant le type de marché, suivant le client, suivant les besoins, il y a des secteurs de marché où la connectivité en termes de débit n'est pas le problème, mais c'est plutôt le nombre de transactions et la couverture. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui a une banque, par exemple, en général, il y a des gaps, par exemple, repartis dans tout le pays. Mais dans les gaps, c'est pas des trafics de l'ordre de 10 mégas ou 20 mégas ou 30 mégas. Donc, c'est des petits volumes, beaucoup de transactions et avec des terminaux repartis plus ou moins partout dans dans le pays, ou bien la sous-région ou le continent. Donc, la notion de pool est importante dans ce cas-là. C'est aussi le cas des stations de distribution de licence, c'est-à-dire quand on a un système centralisé, ces stations-là communiquent avec une base sur laquelle on fait de la comptabilité, les paiements et tout le reste. C'est pas des gros débits, mais c'est beaucoup de transactions. Donc la notion de pool aussi, dans ce cas, elle est très importante. Donc, en termes de pool, il y a deux concepts. Le premier, c'est pool fixe. Le deuxième, c'est pool dynamique. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le pool fixe, le, le, le- les clients souscrits à un certain volume mis à disposition dans le pool et chaque terminal exploite ce qu'il peut dans le pool en question. Ça, c'est le pool fixe. Tandis que dans le pool dynamique, chaque terminal que tu ajoutes dans le pool contribue pour un certain volume. Mais ce volume-là, au retour, est partagé dans tout le système. Donc, c'est un concept assez intéressant. C'est-à-dire, si tu prends un pool dynamique de 100 terminaux, sachant que chaque terminal contribue pour, disons, 1 giga, donc ça te donne droit à un pool de 100 gigas de façon globale, mais chaque terminal peut aller au-delà de sa contribution personnelle. Donc, ça permet d'optimiser le coût, c'est-à-dire chaque terminal contribue à un certain volume, mais au niveau de l'exploitation, le pool est partagé. Donc, euh, la notion de pool, vous l'avez là avec les différents volumes, avec les différents MIR, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le nombre maximum de terminaux. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'une solution pool pour un besoin spécifique, nous travaillons avec vous pour un dimensionnement global qui vous permettra de trouver votre solution en termes de coût et en termes de volume et en termes de ce qui est réalisable sur la plateforme. Donc, nous sommes là à tout moment, nous accompagnons. Si vous avez des besoins ou des questions, on est là pour vous aider. Il y a aussi bien entendu des solutions pour la mobilité. En général, quand on parle de mobilité, c'est une connectivité pendant qu'on bouge. Il y a aussi la notion de connectivité mobile sporadique, c'est-à-dire qu'on bouge, on se fixe à un endroit et on continue. Donc, tout ça est compatible avec la plateforme OneWeb, suivant les types de terminaux. Et les meilleurs terminaux adaptés pour la connectivité mobile, c'est les Kaimita. Donc, il y a des cas d'études qui ont été réalisés au Kazakhstan et au Gabon. Bon, au Gabon, c'est en Afrique, donc c'est tout proche. Euh, Il y a des cas d'études là-bas, il y a des cas d'études qui ont été réalisés au Kazakhstan, sachant que la connectivité en termes de performance est maintenue à des vitesses allant jusqu'à plus de 100 km à l'heure, avec du haut débit à dépassant 100 mégabits par seconde. Donc, ça marche très bien. Vous avez là des tests des débits pendant le mouvement du train. On avait des downloads de 100, on a eu sur un seul terminal un download de 100 mégabits.
tandis que le upload allant jusqu'à 20 mégabits par seconde. Donc, en termes de mobilité, bon, c'est pas que les trains, hein, il y a aussi les gens qui font des excursions, les gens qui font de la recherche, les gens qui font des safaris même, hein. Donc, ils ont besoin de mobilité, chacun à sa manière. Certains ont besoin de ce qu'ils appellent communication on the pause, c'est-à-dire c'est mobile, mais il y a toujours une certaine base sur laquelle ils travaillent de façon fixe pendant un moment en se déplaçant dans une zone bien précise. Et puis, il y a aussi l'option connectivité mobile pendant qu'on est à grande vitesse. Donc, il y a aussi des packages pour ça. Il y a aussi des packages adaptés à la mobilité. Et bien entendu, nous accompagnons toujours, quel que soit votre besoin, on est là pour faire dimensionnement. Donc, ça, c'est les cas d'études. En Zambie, il y a eu un mining tour. On a fait des tests de connectivité dans certaines mines en mode mobile, toujours avec des débits, des tests des débits. Les pompiers au niveau de San Diego, le tour des cyclistes au Japon, a utilisé des terminaux OneWeb dans le contingent. Donc, tout ça, c'est des cas d'études qui peuvent se déployer aussi au Burkina et n'importe où en Afrique. Donc, Eric, Oui, d'un point de vue commercial, c'était juste pour faire partager certains cas d'études. Pour ce qui concerne des solutions de connectivité de type mobile, c'est qu'il faut comprendre parce que lorsqu'on est également dans le secteur maritime, on parle de mobilité. Donc, dans le cas des marchandises naviguant, des bateaux qui naviguent le fleuve pour le transport des marchandises ou alors le transport des personnes, nous sommes à même de pouvoir proposer des solutions de connectivité dans ces bateaux-là. Donc, ça, c'est le cas de la navigation sur le fleuve. Pour ce qui concerne la mobilité, comme l'a présenté Eric pour le train, aujourd'hui, les cas d'usage, notamment dans le secteur minier, consistent à fournir une connectivité de la mine jusqu'au port minéralier ou bien jusqu'à un aéroport. L'objectif ici, c'est de fournir une connectivité avec des capteurs qui vont faciliter la traçabilité des minerais d'un point A à un point B et de s'assurer que les minerais qui ont quitté la mine pour le port ou l'aéroport de destination sont, là, en termes de quantité, en termes de teneur, rien ne change du transport du point A vers le point B. Donc, ça permet d'avoir une traçabilité. Mais derrière aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on facilite la configuration des hotspots dans le train pour pouvoir fournir le service Internet aux passagers. Donc, c'est la même connectivité qui est utilisée pour le tracking et pour le service Internet. Dans le cas d'usage du secteur de la mine, toujours, la plupart du temps pour le transport des employés, des villes vers les sites remote, ils utilisent des avions ou encore des hélicos. Donc, aujourd'hui, nous équipons des avions et des hélicos avec des solutions de type OneWeb. Certes, on ne les a pas présentées, on n'a pas proposé d'images illustratives ici, mais c'est des cas d'usage également que nous pouvons assurer, faciliter la connectivité dans les avions, ce qui permettrait aux personnes de rester connectées ou alors de travailler tout en étant dans un vol. Pour ce qui concerne la mobilité terrestre, comme on le présente à l'image, la même application a été implémentée au niveau d'une course de cyclisme en Afrique du Sud l'année dernière. L'objectif ici, c'est de fournir aux équipes qui supervisent la course et les communications tout au long d'une course, ça peut être au niveau du Tour du Faso, de garantir une connectivité terrestre pour faciliter les échanges entre la base et les équipes qui sont sur le tour. Ça, c'est pour garantir la sécurité des personnes tout au long du tour et maintenir une communication H24 avec les équipes sur chaque parcours du tour.
Et pour ce qui concerne la communication de Move, ici, on est beaucoup plus. Lorsqu'on parle de l'exploration des sites miniers, on peut fournir des solutions qui vont permettre aux géologues de pouvoir se déplacer sur les différents sites d'exploration qu'ils ont, avec soit une mobilité réduite ou alors une mobilité en grande vitesse, tout dépendant du scope qui est implémenté au niveau de ces mines. Lorsqu'on est sur le secteur bancaire avec les HM mobiles, on peut également garantir et faciliter la fourniture de la connectivité pour les banques dans les événements à l'intérieur du pays où les connectivités terrestres sont presque inexistantes. Eric? OK. Donc, OK, merci pour les ajouts. Donc, a priori, en termes de cas d'étude, bon, ça, c'est un slide qui représente juste, qui vous permet de voir à peu près la taille d'un terminal OneWeb par rapport à cette bouteille d'eau-là. Donc, ça, c'est un EW 10, sûrement half duplex. Donc, la taille n'est pas tellement encombrante. Je l'ai vu sur d'autres images aussi sur les voitures tout à l'heure. Donc, a priori, la plateforme OneWeb intégrée dans le portefeuille de services de Sanfis permet de donner une connectivité plus ou moins équivalente à la fibre, avec une latence euh, assez basse et un débit vraiment broadband, d'accord, assez sécurisé et fiable. Donc, bénéficierait d'un support 24/24 fourni au niveau 1 par son fils avec son NOC, sachant qu'il a des options d'escalade vers OneWeb au cas où le problème devient assez persistant. Donc, si vous avez des questions, vous avez des besoins, vous avez tous les contacts pour vous adresser à nous et nous allons vous supporter dans vos projets. On attend des questions s'il y en a. Et sinon, merci. Alors, merci à nos experts, Monsieur Akpo Christophe, Monsieur Eric Onomo et Monsieur Thierry Fotso. Donc, nous espérons que vous avez tout suivi et pour ceux qui nous ont rejoints en cours de présentation, le thème du webinaire est connectivité orbite basse pour opérations critiques et humanitaires avec la solution OneWeb. Et nous allons passer à présent à la phase des questions. Donc, je propose de commencer par vague de 2 questions. Ensuite, nous allons permettre aux experts de vous répondre. Donc, veuillez juste lever la main pour prendre la parole ou sinon formuler votre question dans le chat. Merci. Euh, Bonjour, je n'ai pas entendu, votre micro était fermé. On peut parler? Oui, On vous Monsieur entend. Denis. Oui. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Monsieur Denis Drissa, donc du bureau pays de la Banque africaine de développement. Ma question, c'est concernant un peu la réglementation. Nous savons qu'au Burkina Faso, l'autorité de régulation est particulièrement vigilante sur les questions donc, de services à la satellite. Ils ont même déjà rappelé à l'ordre donc d'autres fournisseurs pour exploitation sans licence. Et ma question, c'est donc de savoir si en fait OneWeb, alors à travers donc
Alors, son partenariat avec Sanfis dispose déjà en fait, d'une licence d'exploitation requise pour commercialiser donc les services de connectivité Léo sur le territoire burkinabé. Si ce n'est pas encore le cas, quelle est donc l'échéance pour l'obtention donc de ces autorisations nécessaires? Merci. Ok, ok, tiens, Allô? les réponses ou bien je... D'accord, vas-y. Vas-y. Alors, je vais répondre, Monsieur Drissa. Samplix dispose déjà d'une licence d'exploitation au niveau des satellites. Voilà. Et avec le partenariat, notre partenariat avec OneWeb rentre dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, si vous sollicitez le service de OneWeb, je peux vous garantir que Xamfix est la personne, enfin l'entité idéale qui a tout ce qu'il y a comme agrément pour pouvoir déployer cela au Burkina. Oui, ce que je peux aussi ajouter à ce niveau, c'est que tout à l'heure, quand j'ai fait la comparaison entre les deux constellations existantes, j'ai mis un accent sur le fait que les terminaux que OneWeb exploite, c'est des terminaux qui existaient dans le marché, même du géo. Donc, ces terminaux ne sont pas des terminaux qui sortent de nulle part. Ils ont des datasheets, ils ont été déployés même déjà dans le cadre du géo dans certains pays et ils ont été homologués. Donc, même quand on va chez un régulateur et qu'on demande l'homologation, le terminal n'est pas étrange entre leurs mains. C'est-à-dire, ils disent, mais ils ont déjà vu ça. Certains reconnaissent que oui, mais ils ont déjà vu ça. On dit que oui, c'est le même type de terminal, c'est juste adapté pour la constellation OneWeb. Et pour le Burkina, il y a deux types de terminaux qui ont déjà été homologués, les terminaux OneWeb. Donc, au niveau de l'ARCEP, les terminaux OneWeb ont déjà été homologués et peuvent être importés de façon officielle pour donner des services de connectivité sur la plateforme. Merci, Monsieur Thierry. Monsieur Denis, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez la Oui, réponse à votre oui, question? oui, je suis satisfait. Voilà, c'est bon. Merci D'accord, beaucoup. Merci. merci. Nous allons passer à deux autres questions de Monsieur Alpha Traoré. Sa première question revient sur le taux. Il demande quel est le taux de contention garanti basé sur les débits proposés. Donc, je reprends. Quel est le taux de contention garanti basé sur les débits proposés? Et sa deuxième question, quel est le taux d'impact de perturbation en période de pluie? OK. Donc, la première question, le taux de Contention contention garantie garantie. basée sur les débits proposés. OK. Donc, peut-être que je vais remettre mon slide. Je vais vous montrer un slide pour que ce soit plus simple. C'est hier et hier. C'est peut-être pas là. Et vous voyez mon slide là?
OK. Donc, comme j'ai dit, il y a trois classes de services. Il y a le service broadband qui est best effort. Là-bas, il n'y a pas de CIR. C'est juste un MIR et vous avez droit en volume. Il y a le service enterprise. C'est à ce niveau qu'on peut parler de contention. Et quand on vous donne le profil d'un service enterprise, il y a sur le tableau, vous voyez sur la verticale, il y a total MIR et puis il y a total CIR. Vous voyez total CIR, total MIR. Ça veut dire que lorsque vous prenez de l'enterprise, votre CIR, il est bien connu. Par exemple, quand vous prenez le service, la première ligne qui est 10.2 comme MIR et 2.5 par 0.5 comme MIR, la contention en général, c'est 1 sur 4, c'est-à-dire 10 sur 2.5, puisque vous avez un CIR de 2.5 et un MIR de 10. Et ça n'a de sens que lorsque vous êtes dans le package entreprise. C'est dans le package entreprise qu'on peut dire qu'il y a une certaine contention. Mais de toute façon, le service est spécifié tel qu'on vous dit quel est votre CIR et lui, il est garanti. C'est par rapport au MIR qu'on peut dire que oui, le MIR, vu que c'est par exemple 10, mais quand vous garantissez 2.5, vous pouvez supposer que vos 10 sont contentionnés à un sur 4. Mais quand on dit CIR, c'est ce qui est garanti et il n'y a pas de contention dans le CIR. Et du coup, quand vous regardez le service dedicated, là-bas, il n'y a pas de contention du tout parce que c'est CIR 100%. Donc, c'est un sur un. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour ce qui est de la disponibilité en en période de D'accord, je pluie, reprends la question. oui, oui. Quel est le taux d'impact de perturbation en période climatique humide, c'est-à-dire en cas de pluie, et en cas de forte condensation de nappes poussiéreuses? OK. Donc, pour répondre à cette question, je vais revenir à bon, un autre slide. Bon, peut-être pas, j'ai pas besoin de venir au slide. Quand on a représenté l'architecture tout à l'heure du système OneWeb, on a donné, bon, je vais quand même revenir à ce slide. Vous vous souvenez, il y a ce slide-ci. Donc, il y a le UT, c'est-à-dire dans la constellation OneWeb, il y a les satellites eux-mêmes qui font la constellation, il y a les terminaux utilisateurs qui sont les UT, et puis il y a les SNP qui sont euh, côté opérateur, c'est-à-dire côté OneWeb ou côté Spacecom, ça dépend. Donc la fréquence utilisée par les terminaux OneWeb est la fréquence KU standard. Donc, a priori, on attend à peu près la même disponibilité qu'on attendrait des systèmes KU-JO qui sont déjà connus dans le marché et qui sont reconnus assez stables même en bande KU. Parce que même en bande KU, vous pouvez avoir des SLA allant jusqu'à 95% de disponibilité pour l'accès Internet ou autre chose. Donc, maintenant, il y a un autre élément qui s'ajoute dans la disponibilité, c'est que on peut même espérer un peu plus que les 95% qu'on a déjà de garantie dans le géo, tout simplement parce que il y a dans le bilan de liaison d'une liaison satellitaire, c'est-à-dire quand on étudie ou bien qu'on modélise la propagation du terminal vers le satellite et vers le SNP, il y a ce qu'on appelle les free space loss, c'est-à-dire c'est la propagation, les pertes de propagation naturelle, c'est-à-dire c'est des pertes qui agissent, bien qui interviennent, tout simplement parce que le signal s'est propagé. On n'y peut rien, il s'est tenu dans la propagation. Et du coup, vu que le satellite Léo, il est plus bas, c'est-à-dire on part de 36 000 kilomètres en géo à 1000 kilomètres plus ou moins en Léo, ces pertes de propagation-là sont plus faibles. Donc, a priori, si on suppose, c'est-à-dire dans l'hypothèse que
on connaît la bande KU standard en géo et que avec celle-là, on a des disponibilités assez bonnes, rien que le modèle là vous, vous montre qu'on devait attendre une disponibilité plus élevée, ne serait-ce que sur le plan de la propagation. Sur le plan de la propagation, la disponibilité devait être un peu plus élevée même que ce qu'on a déjà en bande KU. Donc, a priori, on ne devrait pas attendre de perte. C'est pas de la KA, c'est de la KU qui est standard, qui est maîtrisée. En KA, en général, oui, quand il y a la pluie, on n'y peut rien, hein, ça va partir. C'est pour ça que les systèmes KA sont toujours pour le best effort. Mais les terminaux, c'est KU et on a une bonne disponibilité qui est plus même renforcée que ce qu'on attendait sur le Géo. Donc, nous allons poursuivre avec la troisième question. Le volet énergétique est-il inclus dans la solution? Oui, pour ce qui est de l'énergie, les terminaux OneWeb euh, ont une consommation électrique variant de 150 watts à 450 watts pour les gros systèmes. Donc, actuellement, nous avons des déploiements qui sont essentiellement basés sur des systèmes solaires chez certains opérateurs GSM. Donc, l'énergie est prise en compte dans le dimensionnement. Les terminaux sont dimensionnés pour consommer le moins d'énergie possible. Je pense que j'ai un slide, ou à la limite, on peut vous envoyer. Quand vous allez regarder la présentation, les liens sur la présentation des différents terminaux, chaque terminal a un lien associé sur lequel on peut aller voir les spécifications en termes de consommation électrique dessus. Et pour les cas d'étude, ils sont eh, compatibles au système solaire. Donc, les systèmes solaires qui sont limités en énergie, il y a des déploiements dessus. En mode mobile, vous pouvez alimenter par des batteries 12 volts ou 48 volts. Il y a des solutions pour ça. Donc, c'est pas vraiment l'énergie qui sera un problème pour le déploiement des systèmes OneWeb. D'accord, merci. Nous allons poursuivre avec la quatrième question. Alors, quels sont les SLA que vous proposez dans une exploitation de votre solution dans un milieu mobile comme l'exploration minière? Donc, pour ce qui concerne l'exploration minière en milieu, que ce soit des solutions de type mobile ou bien de type fixe, en termes de SLA, nous garantissons une disponibilité de service entre 99,2% et 99,4%. Ça, c'est SLA principal en termes de disponibilité. En termes de latence, nous sommes sur une latence entre 100 et 140 millisecondes. Et Eric a pris la peine d'expliquer pourquoi est-ce que la latence oscillait dans cet intervalle. Notamment, il y a SNP, la position des SNP, mais aussi la position orbitale des satellites OneWeb, qui, contrairement à Starlink, est à 1200 km de la Terre, ce qui permet d'avoir une meilleure couverture que les satellites Starlink et moins de satellites pour couvrir l'ensemble du globe. Mais lorsque la SNP du Sénégal sera disponible pour les clients qui sont au niveau du Burkina, sachant que le Sénégal est un peu plus proche, ou alors la SNP du Ghana, pour ceux qui souhaitent être connectés depuis ces SNP-là, nous pouvons réduire les latences à moins de 100 millisecondes. Ok, avant de poursuivre avec les questions de Monsieur Alpha Traoré de Endeavour Mining, est-ce qu'il y a des mains levées?
D'accord. Nous allons donc poursuivre avec les questions de Monsieur Traoré. Alors, Monsieur Traoré aimerait savoir, est-ce que si il achète un kit au Burkina, est-ce qu'il peut le déployer en Côte d'Ivoire, par exemple? Bon, comme cela a été mentionné dans la présentation, au niveau du service OneWeb, OneWeb travaille principalement avec des GP, des Distribution Partners, et les GP, ce sont eux qui sont en charge de revendre le service aux clients. Aujourd'hui, Sandfix, c'est un partenaire qui travaille avec OneWeb sur le Burkina, mais également au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger et dans tous les pays où Sandfix est représenté. Donc, Sandfix a la capacité de pouvoir fournir le service dans tous ces pays. Un client peut acheter le kit avec Sandfix au Burkina et avoir la possibilité de le déployer dans tous les pays où Sandfix a une licence avec l'autorité de régulation. Toujours pas de main levée. Du coup, nous allons poursuivre avec les préoccupations de Monsieur Traoré Alpha. Donc, il nous écrit. Le principe du fading relais impacte fortement l'intégrité de la donnée. Dans une exploitation temps réel mobile sur un site offshore pétrolier, quelle est la garantie de débit disponible? Eric, Ouais, j'ai pas bien compris. Il y a un terme, la Je fading. reprends la question. Oui. Le principe du fading relais impacte fortement l'intégrité de la donnée. Dans Le une fading? exploitation temps réel, Non, le premier terme là, la première phrase, le principe du, fading, ok, ok, impacte fortement l'intégrité de la donnée. Dans une exploitation temps réel mobile sur un site offshore pétrolier, quelle est la garantie de débit disponible? ok. ça c'est principalement pour le offshore. Ouais. C'est ça. Ok, Eric, je te laisse répondre ou bien je prends- Oui, je pense que la question a déjà été répondue par Thierry, c'est-à-dire la disponibilité dont il a parlé est- intègre le fait qu'il y ait le fading et tout ce qui peut arriver. Donc, ça reste dans les mêmes plages, hein. Parce que quand on parle de disponibilité, quand on fait le calcul de disponibilité, on intègre le fading, on intègre la pluie, les atténuations qui sont liées à toutes les intempéries pour arriver à un taux d'indisponibilité au cours de l'année. C'est ça qui arrive au 99,4 ou 99,2% dont Thierry parlait. Donc, il n'y a pas une disponibilité spécifique à ce principe-là. C'est de façon générale, quand on dit une disponibilité, ça intègre déjà tous les phénomènes possibles de, de distorsion dans le système. Donc ici, pour résumer ce que Eric a dit, de manière générale, il y a un tableau qui a été présenté qui faisait un mapping entre le type d'équipement à utiliser et le type de plan de service proposé. Donc les équipements ont été testés et proposés sur la base d'un bilan de liaison qui a été fait par les ingénieurs. Et ce bilan de liaison prend en compte tout type d'intempéries, le fading et autres atténuations. C'est sur la base de ça que nous faisons ces propositions-là pour les différents services de OneWeb Et que c'est nous aussi pour ça qu'on dit avons. pour les miniers, par exemple, on va aller pour les OW. On propose, c'est-à-dire, on recommande d'aller toujours vers les OW. Les OW, les dômes là. Parce qu'en termes de performance, c'est les meilleurs. Et il y a aussi les débits associés. Donc, tout ça est intégré dans la proposition, les solutions qu'on propose pour les connectivités, que ce soit les miniers, que ce soit les pétroliers ou autres.
Nous allons poursuivre avec la dernière préoccupation de Monsieur Traoré. Donc, à quelle couche de routage votre solution s'interface le mieux? Alors, la solution OneWeb, par défaut, s'interface très bien à la couche 3. À la couche 3, c'est du standard. Maintenant, si vous voulez faire en dessous de ça, ce sera de l'émulation ou des tunnels de layer 2 à travers le IP. Mais par défaut, l'interface est IP, niveau 3. C'était la dernière question. Donc, je pense qu'il n'y a plus de préoccupation. Nous sommes au terme de ce webinaire portant sur la connectivité orbite basse pour opérations critiques et humanitaires avec la solution OneWeb. Et au sortir de cette session, nous retiendrons surtout que la solution OneWeb est une solution satellitaire avec une latence très basse qui permet de répondre aux exigences des applications d'entreprise. Donc, tout en espérant que cette session vous a permis d'en apprendre davantage, nous vous remercions pour l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire et vous espérons pour nos prochaines sessions. Merci à tous et excellente suite de journée. Merci, bye bye.